avec les besoins du marché. Avec lui, tout de suite, on va parler des différentes conférences qui se profilent à l'horizon, histoire d'orienter, de former nos enfants, de former nos futurs cadres pour pouvoir occuper des postes vacants sur le plan national et sur le plan international. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, monsieur Ifono. Bienvenue. Merci beaucoup. La dernière fois, et vous avez constaté, il était là avec nous ici. C'est ce monsieur qui a eu cette chance d'aller serrer Barack Obama. Donc, on était là. J'ai eu la chance aussi de le serrer. Et jusqu'à présent, ah oui, ah oui, jusqu'à présent, le truc est là. Monsieur Barry, vous revenez encore sur ce plateau. Cette fois-ci, on va parler de l'orientation post-bac et vous organisez bientôt des conférences, histoire de bien préparer le Guinéen, parce que le Guinéen mérite maintenant d'occuper de grands postes au sein des institutions internationales. Est-ce qu'on peut parler de ça, le pourquoi de telle organisation présentement en Guinée? Et, merci beaucoup, M. Ifoné. Merci pour cette invitation encore une fois. Comme vous l'avez dit sûrement à l'introduction, je suis cadre de la BCRG, je travaille actuellement pour l'OPNUD à l'Agence de promotion des investissements privés. Oui. Mais là, je ne suis pas en train de parler au nom de ces institutions. Okay. Tout ce que je dis ici, c'est sous ma responsabilité, je les assume, ce n'est pas au nom de ces institutions. C'est un jeune Guinéen qui a vu le besoin de former d'autres Guinéens et qui aujourd'hui est là dans ce contexte. Exactement, oui. C'est une action personnelle surtout qui s'inscrit, qui se réalise suite au programme YALI dont vous avez parlé. Donc c'est en très étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis qui nous appuie. Et effectivement aussi avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes aussi, qui nous appuie. Donc ce projet, comme vous l'avez dit tout de suite, fait suite à un constat guinéen mais aussi européen et un peu mondial. C'est qu'il y a un paradoxe dans le monde de chômage chronique et de pénurie de main-d'œuvre et de talents. Au même moment que les chercheurs d'emploi pleurent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, en ce même moment, les entreprises aussi sont en train de pleurer parce qu'elles ne trouvent pas les cadres ayant les formations adéquates, les compétences adéquates pour occuper les postes. Donc, il y a un déséquilibre structurel entre l'offre de travail et la demande de travail. Donc, et ce déséquilibre-là, selon l'Union européenne, près de 2 millions d'emplois sont inoccupés dans des entreprises en Europe. Il y a seulement en France, il y a près de 700 000 emplois qui ne sont pas occupés. Pendant que des millions de Français sont en train de chercher, il y a des entreprises qui sont en train de pleurer. Ça fait 15% des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites en France. Donc on a la même chose en Guinée aussi. Dans les entreprises privées, c'est très fréquent qu'il y ait des postes non occupés. Et, par exemple, un exemple très concret, c'est le cas d'Areba qui a annoncé un poste de directeur des ressources humaines. Pendant longtemps, ils ont fermé le poste, ils n'ont pas eu quelqu'un, ils l'ont encore ouvert, le poste reste inoccupé. Moi-même, à mon recrutement à ce poste actuel au PNUD, ils ont annoncé le poste pendant très longtemps, ils l'ont fermé, ils n'ont pas eu le bon profil, ils ont encore ouvert le poste. C'est à la deuxième publication que moi j'ai postulé. Je connais autant pour avoir été auditeur, donc avoir connu beaucoup d'entreprises. Je connais beaucoup d'entreprises qui pleurent. Moi, j'ai déniché quelques talents dans certaines écoles, je les ai mis en contact avec certaines entreprises. C'est incroyable que le patron d'une entreprise t'appelle pour te remercier pour l'avoir aidé à trouver quelqu'un, tellement que c'est difficile de trouver des gens. Donc ça, c'est un constat très amer et ces conférences-là que nous débutons bientôt s'inscrivent dans cette logique. Ces conférences s'inscrivent dans cette logique. Vous avez parlé de ce qu'on appelle déséquilibre structurel. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avec l'organisation de ces conférences pour remédier à cela? Parce que le Guinéen aussi doit occuper de véritables postes de responsabilité et c'est comme cela qu'on pourra aider notre pays. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour remédier à cela aujourd'hui? C'est vrai. Ce déséquilibre structurel a des conséquences directes. La première conséquence, c'est qu'on importe souvent la main-d'œuvre pour des postes
qui ne nécessite vraiment pas qu'on importe des gens. Ok. Imagine qu'on importe des peintres du Burkina et du Togo. Oui. Des peintres Et qui c'est ce sont qu'on voit importés. aujourd'hui en Guinée, hein, Oui. au compte des institutions internationales. Le plus souvent, c'est d'autres nationalités qui viennent occuper ces postes. Ouais, ouais. Même Ouais. les cuisiniers sont importés. Oui. Et en même temps, dans les institutions internationales, Mhm. nous avons des places Mhm. qui nous reviennent de droit, Oui. De droit, oui. mais que nous n'occupons pas parce qu'on n'a pas le minimum de compétences pour les occuper. Il faut accepter de le dire parce que, entre parenthèses, on n'est pas compétent. Ah oui, je ne vais pas dire que Non, pas nous tout le sommes monde. paresseux, mais on a un problème de De compétences compétences. claires. Ok. Et je prends simplement la BAD. Le programme des jeunes professionnels de la BAD veut que chaque pays ait au moins 2 jeunes cadres représentants au sein de l'institution, chaque pays membre. Représentant son pays. Oui, oui, représentant son pays. Ok. Mais il faut passer un test, il faut avoir le minimum Ouais. de compétences pour occuper ces postes. Mhm. Je fais partie de ces jeunes Guinéens qui nous n'arrivons pas à occuper ces postes Ok. parce que nous n'avons pas la compétence requise. Ok. Et la première condition, c'est d'abord avoir un master, peut-être qu'il faut avoir de bonnes notions en anglais, il oui. faut aussi avoir des connaissances techniques. Mhm. Et il y a les pays sous-représentés dans Mhm. ces programmes-là, il y a même des pays non représentés. Non représenté. Les pays sous-représentés, c'est ceux qui ont un poste pendant qu'ils peuvent avoir 2. Mhm. Nous sommes un pays non représentés. Mhm. À la Banque mondiale, on a le même problème. J'étais à Washington récemment, j'ai quelqu'un avec qui j'ai fait la même université qui me disait que la Banque mondiale est en train de recruter des cadres de l'Afrique au sud du Sahara et qui me disait de postuler Ok. parce que la DRH, ou bien en tout cas une dame de la direction des ressources humaines de la banque lui a dit mais où vous êtes, vous les Guinéens, on ne vous voit pas. Ah oui. Vos places sont là, pourquoi vous ne venez pas les occuper? Ça demande à réfléchir. Quand on dit eux vous êtes, vous les Guinéens, ça veut dire que y a des postes qui sont là-bas pour les Guinéens, mais ils n'arrivent pas à occuper ces postes. Et c'est pourquoi vous vous êtes dit, en tant que Guinéen patriote, il faut organiser des choses pour réveiller les consciences, pour que le Guinéen puisse savoir qu'ils ont des postes quelque part dans les institutions, ils doivent s'y mettre pour pouvoir occuper ces postes. Et racontez-nous comment ça va se passer le jour de ces 2 conférences du côté de l'ambassade des États-Unis et du côté de la Blue Zone. Comment ça va se passer? Oui, exactement. Le constat, c'est que c'est pas que le Guinéen soit moins intelligent, c'est pas qu'il soit moins laborieux. Donc, l'université que j'ai faite aux États-Unis a connu d'autres Guinéens avant qui ont excellé dans cette université. Et nous aussi, on a essayé de faire notre mieux pour suivre leur chemin. Et cette université aujourd'hui a même décidé de venir recruter des étudiants en Guinée chaque année parce qu'elle a maintenant confiance aux Guinéens. Au Guinée, oui. Donc, les premiers qui sont passés par là ont bien balisé le chemin. Exactement, bien travaillé. Bravo, je parle de Abdoulaye Magasouba qui est conseiller du président. Je parle de Mariama Siré qui est à la Banque mondiale aujourd'hui. Je parle de Barry qui est aujourd'hui au FMI. Quand même, qui sont des Guinéens, qui sont des exemples à encourager. Donc, qu'est-ce que je me dis? Les Guinéens ont le talent, mais les Guinéens ne sont pas préparés à saisir les opportunités. Donc, il faut les préparer pour pouvoir saisir toutes ces opportunités. Guinéens, acceptons. Je sais que tu nous pratiques. Tu as un talent. Oui, c'est le moment. Il faut accepter de passer par des grandes écoles ou par des grands exemples pour pouvoir te préparer afin d'affronter toutes ces réalités des différentes institutions. Et si un jeune Guinéen nous pratique maintenant, aimerait participer à de telles conférences, est-ce que c'est possible? Si oui, quelles sont les démarches à mener? Oui, les conférences, donc la première conférence, ce sera à l'ambassade des États-Unis le mardi 29 septembre, là, le matin à 10h. Mais pour participer à la conférence, on a déjà fait des publications sur Facebook parce que grâce à la nouvelle technologie, maintenant c'est facile d'atteindre les jeunes. On a demandé aux jeunes de s'inscrire. Tu ne peux pas aller à l'ambassade sans connaître ton nom, prénom, c'est que tu ainsi fais. de suite. On a demandé aux jeunes de s'inscrire. Déjà, on a dépassé la capacité d'accueil déjà de l'ambassade parce qu'on a plus de 300 inscrits. Mais notre cible déjà c'est 600 inscrits pour les deux endroits. Donc on encourage les jeunes encore à aller sur le site de l'ambassade. Ils vont voir une publication qui s'appelle Orientation Post-Bac sur mon propre profil Facebook et sur ma page Facebook. C'est
Bari, Mamoudou, Nanyale. Ils peuvent venir avoir les informations aussi. Surtout sur ma page, je fais des publications sur les opportunités qui existent pour les jeunes. Même hier, les Nations Unies sont en train de recruter des jeunes. Donc, j'ai posté sur ma page. C'est pratiquement tous les jours que les opportunités apparaissent. Le FMI est en train de faire la même chose. Il y a des programmes spécifiques pour les ressortissants des pays en Afrique au sud du Sahara. Les programmes ne finissent pas pour les jeunes. Il faut que nous soyons prêts. Donc après l'ambassade, il faut s'y mettre. On sera maintenant à la Blue Zone. Ça sera le 1er octobre, dans l'après-midi. Toutes les conférences, l'accès est vraiment gratuit, mais il faut s'inscrire. Et nous demandons à ceux qui vont s'inscrire de vraiment faire acte de présence parce que s'ils s'inscrivent, on ne va plus donner la place aux autres parce qu'ils se sont inscrits. Donc s'ils ne font pas acte de présence, c'est comme s'ils auraient empêché les autres de participer aux conférences. Ah oui. Donc cette conscience professionnelle doit nous guider. La formation, c'est toute une journée ou comment? C'est seulement une seule journée du matin au soir ou c'est quelques heures? Ça va être quelques heures parce que ce que nous ferons, ça sera faire venir les techniciens, et ceux qui sont vraiment à l'œuvre aujourd'hui, les DRH de certaines entreprises dans le secteur des télécoms, dans le secteur des banques, dans le secteur des mines, qui sont les secteurs qui offrent le plus d'emplois dans ces pays-là. On va faire venir les cadres de ces institutions-là qui viendront expliquer à nos jeunes bacheliers voilà, dans mon institution, généralement j'ai besoin de tel type de compétences et on va faire venir aussi des gens, des universitaires. Les experts de quelques institutions seront là pour expliquer de façon directe à ces jeunes. Et dans mon institution, j'ai besoin de tel ou de tel ou de tel. Donc préparez-vous en fonction de ça. Et c'est ce qui rend la chose plus intéressante. C'est ça l'esprit. Ce n'est pas, en fait, c'est les bacheliers, c'est pas pour leur donner du boulot, mais c'est pour leur dire si tu fais telle formation, c'est leur donner des conseils. Si tu fais telle formation, tu peux ça peut déboucher à cela, tu peux avoir tel type de boulot. Donc, généralement, on a même ces postes-là aujourd'hui, c'est vacant parce qu'on n'a pas les compétences. C'est au moins informer les jeunes parce qu'on a le bac à 17-18 ans. On n'est même pas tout à fait majeur encore pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, on va aussi faire venir des universitaires qui viendront expliquer aux gens souvent les contenus des programmes. Quand on dit je fais business administration, administration des affaires, ça contient quoi, administration des affaires? Il y a des options qu'on entend, je fais commerce international. En fait, il y a trop d'options souvent qui ne sont pas pertinentes. Qui ne sont pas en adéquation avec ce que le marché d'emploi veut. Exactement. Donc, on veut orienter les jeunes pour ne pas... Parce que nous, peut-être que c'est Dieu qui nous a guidés, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, peut-être d'avoir un grand frère, d'avoir un parent qui t'oriente. Et pour cela, il faut aider son pays et ses nationaux. Au soir des deux organisations, à quel résultat attendiez-vous au soir de ces deux organisations, du côté de l'ambassade des États-Unis et du côté de la Blue Zone? C'est que nous pensons qu'au soir de ces deux organisations, on aura parlé à 600 jeunes Guinéens. Et à ces 600 jeunes Guinéens-là, on aura donné des conseils très pertinents quant au choix des options. Parce que l'orientation, après le bac n'a pas encore commencé, ils doivent remplir bientôt les fiches d'orientation. Ça, ce n'est pas encore fait. Donc, on leur a donné des conseils très clairs. Des professionnels vont leur dire de façon très concrète ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je me rappelle, il y a longtemps, Nicolas Sarkozy, lors d'un de ses entretiens, choquait une étudiante quand il disait à l'étudiant que si tu fais philosophie et que tu ne veux pas enseigner, en fait, je ne te comprends pas. Si tu fais philosophie à l'université et que tu n'as pas envie d'enseigner, je ne te comprends pas. Donc, peut-être que c'est un peu choquant, mais c'est souvent des petites vérités. Et c'est un problème national en Guinée. On n'a pas de politique de main-d'œuvre. Donc, nous, cette activité-là ne fait qu'annoncer d'autres activités qu'on va mener, puisqu'à terme, nous avons des autres activités qu'on veut mener. D'abord, nous voulons mettre en place une plateforme école-entreprise. Cette plateforme école-entreprise-là va permettre des lieux de rencontre entre les professionnels, c'est-à-dire les entreprises et les écoles, pour venir discuter des programmes enseignés dans les universités. Si à Gamal, on enseigne tel programme en informatique, on met le département
du Gamal avec des travailleurs dans le domaine informatique de Areba Guinée, de Orange, ainsi de suite, pour qu'ils viennent regarder le programme. Ah, si vous enseignez ça, actuellement, les nouvelles machines qui sont apparues ne sont plus compatibles avec ce type de formation. Mieux vaut que vous les renseignez ceci. Il faut évoluer avec le monde, avec la technologie. Et justement, vous avez parlé de l'université en tant qu'expert national, avec tout ce bagage intellectuel, avec toute cette expérience. Est-ce que deux fois vous acceptez de passer dans nos universités pour dispenser des cours, pour entretenir nos jeunes gens ou nos futurs cadres dans les universités? Moi, je suis premièrement et encore avant tout enseignant. Même sur mon profil Facebook, c'est écrit enseignant. Moi, je suis vraiment avant tout un enseignant. Formidable. Même hier, j'avais cours dans une université de la place où je dispense des cours de stratégie et pilotage de la performance. Je donne des cours de macroéconomie, je donne des cours de microéconomie, analyse financière dans l'université qui m'a formé, dont je suis fier, qui est Général National Conde de Symphonia. J'enseigne à Kofi Annan, j'enseigne à UNC, j'enseigne à UNIC, j'enseigne à Mandela. Je suis toujours dans les classes et je pense que non seulement j'ai beaucoup de collègues qui sont rentrés de France, des États-Unis, c'est des docteurs, c'est des grands qui ont de l'expérience. Je leur dis chaque jour que c'est obligatoire, vous allez tous enseigner. Ah oui, il faut passer par là. Il faut que vous enseignez. En fait, la vérité est que nous devons à ces pays-là. Moi, j'ai commencé la première année à l'université. Une formation gratuite. Gratuite. Donc, en contrepartie, il faut aider ton pays. Au fait, Dieu même ne serait sincèrement pas content de nous qui avons eu tout cela avec l'argent du contribuable, et qu'on ne fasse rien. Moi, je fais toutes mes formations avec l'argent du contribuable guinéen et international. Mes études aux États-Unis ont été payées par le contribuable parce que c'est la Banque mondiale qui a financé. Quand même, c'était près de 115 000 $ qui ont été mis en moi seul en formation. C'est beaucoup d'argent. Il faut que tu restitues. Le programme Yali a coûté environ 25 000 $ par personne. L'ambassade a mis ça en toi seul. Il faut que tu restitues. Il y a un bénéfice personnel qu'on va tirer des formations quand on a la chance de les avoir. Mais l'idéal pour celui qui a financé, c'est qu'il ait un bénéfice collectif. Donc c'est un devoir pour tous ceux qui ont d'abord fréquenté l'école guinéenne de restituer. Et c'est un devoir pour ceux qui ont eu les bourses. C'est incroyable que les gens puissent avoir des bourses, qu'ils partent à l'extérieur et qu'ils restent. Je ne sais pas, c'est que la conscience... Parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Nos boursiers, quand ils rentrent, ils ne veulent pas cette restitution. Et c'est très important parce que ce que tu apprends ailleurs, le Guinée aussi a besoin de cela. Il faut accepter de restituer. Et ça se passe dans nos universités, ça se passe dans nos lycées. Donc, tout est possible. Ce que je veux savoir ici, d'ailleurs, je rappelle que nous sommes avec M. Barry Mamoudou Nanyale. Il est expert national, aussi analyste économique et financier au compte du PNUD et de la Banque centrale de la République de Guinée. Avec lui, on parle de l'orientation post-bac. Ils organisent bientôt des conférences du côté de l'ambassade des États-Unis ou du côté de la Blue Zone. On a parlé de tout cela. Si tu as aujourd'hui, pour la maîtrise de ça, pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse se dire que nous avons des postes vacants qui nous attendent dans les institutions, et quel serait l'appel de M. Barry? Moi, c'est ce que je disais tout de suite, là, on n'a pas les mêmes chances. Moi, j'avais des grands frères, je me rappelle un particulièrement Omar Barry, qui m'avait écrit une fois de Conakry. En ce moment, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Un courrier dans lequel il me demandait quel est le nom de la capitale de l'Albanie. Et puis, qui me disait que on entre dans une mondialisation. Dans cette mondialisation-là, il faut avoir de la culture générale. Et il faut être conscient que la compétition pour les postes sera internationale. Donc, tu es en Guinée, il faut savoir que les postes qui vont apparaître en Guinée dans 10 ans, les gens vont rester en Chine, les gens vont rester aux États-Unis. Ils vont postuler pour les mêmes postes-là. Il faut savoir que tu es dans une compétition internationale. Donc, il y a
il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel de l'économie sur ça, professeur Maskin, que j'ai rencontré moi-même aux États-Unis, prix Nobel de l'économie, qui a travaillé sur ça. Il y a une compétition injuste qui se passe. L'Américain postule pour la même chose que le Guinéen. Oui. L'Américain a accès à toutes ses ressources, le Guinéen n'a pas accès à toutes ses ressources. Donc quand tu es en compétition avec quelqu'un qui est en avance sur toi pour certaines raisons, il faut que tu te lèves plus tôt. Ah oui. Il faut que tu sois prêt à courir. Pour rattraper cette avance et vouloir le dépasser, ce n'est pas du beurre à couper. Hein. Exactement, il faut se lever tôt. Il faut que les Guinéens sachent que si nous ne travaillons pas, nos frères ivoiriens sénégalais viendront occuper nos postes ici. Et souvent, quand ils occupent nos postes, je suis désolé, ça va avec l'arrogance, ça va avec de l'orgueil. Parce que c'est un jeune qui vient de 30 ans, qui gère un département de 50 personnes avec des gens de 45 ans, 30 ans. Souvent, ça choque. Mais la vérité est que quand ça choque, tu te mets au travail. C'est ça la vérité. Quand ça te choque, il faut que tu te mettes au travail. Et je sais que le Guinéen a le talent. Il y a des Guinéens qui font leurs preuves. Il y a des Guinéens qui sont sortis des universités guinéennes, qui sont allés très très loin avec leurs diplômes guinéens. Donc on peut faire quelque chose. C'est à la jeunesse de se dire, pour faire ces choses-là, tu ne peux pas avoir les mêmes privilèges que quelqu'un sans avoir fourni les mêmes efforts que lui. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est un grand problème chez nous. Aux États-Unis, il y a le rêve américain. On te dit que quand tu travailles, tu peux aller loin. Ça, c'est le rêve américain. Et je disais à quelqu'un, malheureusement pour nous, il y a un rêve guinéen qui ressemble un peu au rêve américain, parce que le rêve américain dit que tout le monde peut arriver au sommet. Il y a un rêve guinéen aussi qui dit que tout le monde peut arriver au sommet, mais qu'est-ce que ça dit implicitement? C'est que par le coup du hasard, tout le monde peut arriver au sommet. Que tu fournisses des efforts ou pas, tout le monde peut être président de la République. C'est ce qu'il faut tuer en Guinée, ce problème du hasard-là. C'est ça qu'il faut tuer. Il faut vraiment mettre en valeur les compétences. Il faut que les gens fassent des efforts pour mériter le luxe. Poste, il faut que les gens fassent des efforts pour mériter le poste. Il faut que les gens fassent des efforts pour mériter la richesse. Un homme riche, quelqu'un qui a un grand poste, moi personnellement, sans effort, ne me séduit pas. Tu ne peux pas me séduire. En fait, l'argent qui séduit le plus en Guinée n'est sincèrement pas un facteur de séduction. Pour beaucoup de gens, il y a une simple anecdote, peut-être que ce n'est pas vrai que les gens disent de Rockefeller et son fils. Chaque fois qu'il venait à l'hôtel à New York, il prenait la chambre la moins chère, Rockefeller en personne. Chaque fois que son garçon vient, il prenait la chambre la plus chère. Et que quelqu'un de l'hôtel a eu la curiosité, il a demandé à M. Rockefeller pourquoi il prend la chambre la moins chère pendant que son fils prend la chambre la plus chère. Il dit, ah, mon fils, son père est l'homme le plus riche du monde. Moi, je suis le fils d'un paysan. Moi, j'ai travaillé, je connais à quoi ça ressemble, j'ai mérité ma richesse, mais mon fils est né dans le beurre. Donc, il s'est retrouvé dans ça. Exactement. Donc, il faut, quand tu fais des efforts pour arriver à destination, ça fait du bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'un enfant de riche ne fait pas d'efforts. Non, un enfant de riche qui étudie bien, qui dépasse son père ou qui arrive même bien à gérer la richesse de son père, est une fierté. Et être ton père est ministre ne veut pas dire que toi, on ne va pas reconnaître en toi des efforts. Pour corroborer un peu ce que M. Barry dit, ça se passe souvent dans nos différentes familles. On a connu des pères de famille qui laissent derrière eux, après leur mort, assez de concessions. Mais la formation n'étant pas là, la préparation n'étant pas là, les enfants vont dilapider, et marchander, tout cela, et la famille se retrouve que dalle. Histoire de dire, il faut préparer ton enfant. Il faut accepter de te former, il faut accepter de te mettre à l'école des autres pour pouvoir préserver tout ce bien que laissent souvent nos parents. C'est la vérité. Cela est valable non seulement pour parce que quand on dit aux gens de se former, d'être conscient de ce qui se passe, ce n'est pas que dans les boulots comme les entreprises, ce n'est pas que dans le caractère d'être employé par quelqu'un, même les entrepreneurs. Vous allez voir des familles de riches qui ont fait des siècles et des siècles sous d'autres cieux, et ces mêmes familles sont là, riches encore. Tu prends les familles Renault, tu prends les familles Ford. Les familles McDonald's. C'est des familles qui sont là encore, parce que le fils
a voulu travailler plus que son père. Plus que son père. Et souvent, le fils est pressé que son père parte parce qu'il a des rêves, il veut aller plus loin que son père. Et son papa ne voit pas ça, il a d'autres rêves. Oui. Donc, il y a vraiment du travail que tout le monde doit faire. Notre pays ne peut avancer que si chacun à son niveau fait quelque chose. C'est la somme des efforts individuels là qui permet au pays d'avancer. C'est ces rêves américains qui animent chaque Américain, qui fait que chaque Américain travaille, qui permet aux États-Unis d'avancer, ou au moins de se maintenir là où ils sont. Nous n'irons pas quelque part si chaque Guinéen pense que c'est que la chance. Il se peut qu'un jour, je crée un mouvement de soutien politique, après on va me nommer ministre, après je vais faire des marchés, m'enrichir. Si chaque Guinéen pense comme ça, des centaines de Guinéens vont rester à la maison. Et c'est peut-être un seul Guinéen sur 1000 Guinéens qui resteront à la maison qui auront cette chance-là. Donc si on s'assoit à attendre la chance, les gens le font techniquement en maths, si tu as la possibilité d'avoir avec la chance, supposons 1 milliard, et la probabilité d'avoir ça est de 0,001%. Donc l'espérance mathématique, c'est ce 0,001% la fois les 1 milliard. Tu te retrouves mathématiquement, tu dois t'attendre à 10 000 francs en fait, quand tu fais le calcul. Donc, en termes d'espérance mathématique, même, ça n'a pas de sens qu'on s'assied à la maison. Donc, mieux vaut faire quelque chose dont la probabilité de réalisation est plus forte, même si la valeur attendue est faible, que de s'asseoir pour attendre quelque chose dont la probabilité de réalisation est extrêmement faible, même si la valeur attendue est élevée. Il faut que les jeunes Guinéens sachent qu'il y a une compétition ouverte, internationale, injuste, en leur défaveur, et que nous, jeunes Guinéens, on doit travailler. Et c'est seulement avec ce travail-là qu'on peut avancer. Nous, jeunes Guinéens, on doit travailler. Oui, les analyses, le constat, les remarques de ce jeune Guinéen qui est expert aujourd'hui. Lui, c'est M. Barry Mamadou Nanyale, expert national, analyste économique et financier. Acceptons donc de travailler. Je sais que vous voulez réagir, il n'y a aucun problème. Mon réalisateur va afficher pour vous tout de suite le numéro. Vous pouvez appeler, vous avez des questions à poser. Nous sommes ensemble, main dans la main, pour une Guinée gagnante. Cette nation, ce pays, compte sur tous ses enfants. C'est ce qu'on dit ici le plus souvent. Chacun peut un peu, mais il y a d'autres qui peuvent beaucoup. Ceux qui peuvent beaucoup, accepter d'orienter les autres pour qu'on puisse s'en sortir, parce que la Guinée nous appartient. La Guinée, son rayonnement, c'est ses enfants. On a déjà un téléspectateur qui nous appelle. Bonjour. C'est Mademoiselle Diallo. Mademoiselle Diallo. Dallo. Oui. Vous nous appelez d'où, mademoiselle? Diallo, j'appelle de Conakry. Ok, j'espère que vous avez suivi les analyses de M. Barry, et par rapport à cette orientation post-bac et par rapport à tous ces postes qui nous attendent dans les institutions internationales. Votre réaction, mademoiselle? Ma réaction, j'encourage les Guinéens parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas fait des études longues. J'ai ma nièce qui fait des études au Ghana, parce que vous l'avez dit, je l'ai dit ici, vraiment la Guinée, les études ne sont pas développées. Parce que l'anglais surtout n'est pas développé à Guinée. Donc, il a raison, les postes, parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, à la base, il y avait des Kenyans qui avaient des postes, des grands postes que les Guinéens n'avaient pas. J'avais une connaissance guinéenne qui venait, je suis couturière, qui vient faire coudre chez moi, mais la couture, mais elle n'a pas un grand poste parce qu'elle manque ses études. Les études lui manquent beaucoup parce que il n'y a pas de compétences. Ça, donc si je comprends, vous voulez encourager les jeunes Guinéens à accepter d'être à l'école des autres pour se former très bien.